La Méditerranée, pour la traverser du nord au sud, c'est tout de même 1 semaine ou 2 semaines. Et pour aller de Gibraltar jusqu'aux côtes de la Syrie, du Levant ou de la mer Égée, c'est 2 mois au minimum. Si bien que vous êtes en face d'un monde qui est un monde énorme. Un monde sans commune mesure avec les dimensions de la Méditerranée d'aujourd'hui. La Méditerranée d'aujourd'hui, c'est un lac. La Méditerranée d'autrefois, c'est presque une planète à elle seule. Or, aux 2 extrémités de cet énorme univers, se sont constitués 2 monstres politiques. L'un qui représente l'empire des Osmanlis, l'empire turc, et l'autre l'empire des Habsbourg. Le premier de ces monstres politiques, l'empire turc, s'est constitué bien avant la prise de Constantinople en 1453. Qu'est-ce qui chute en 1453 ? C'est d'abord un grand nom éclatant et sonore, Constantinople. C'est un souvenir qui tombe, c'est un souvenir très ancien et avec toute la gloire politique, religieuse qui lui est associée. Fondée en 330 sur le site de l'antique Byzance, Constantinople est d'abord la ville de Constantin, la capitale des premiers empereurs romains chrétiens. C'est la 2e Rome, le phare du christianisme orthodoxe depuis plus de 1000 ans. Mais en avril 1453, les armées du sultan Mehmed II mettent le siège devant la ville et s'en emparent finalement le 29 mai 1453. Les historiens y voient l'acte de décès de ce que l'on appelle encore l'Empire byzantin et l'acte de naissance de ce qu'on appellera désormais l'Empire ottoman. Et ça va être ça, à partir de 1453, l'histoire qu'on nous raconte. C'est que la date du 29 mai 1453 fait rupture. Rupture dans l'ordre du temps. Elle casse en 2 la frise chronologique. Avant le Moyen-Âge, après les temps modernes. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge est au fond la lente agonie de Rome. Et de ce point de vue, 1453, la chute de la seconde Rome et de l'Empire romain d'Orient, fait écho à une autre chute survenue 10 siècles plus tôt, en 476. C'est la chute de la première Rome, la capitale de l'Empire romain d'Occident. Ce que dit l'expression même de chute de Constantinople, c'est qu'on assiste là à la fin annoncée d'un monde. Et tout le monde comprend que, puisqu'on est à un moment charnière, puisqu'on est à un lieu charnière, cette fin du monde, précipite l'avènement d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est d'abord celui de l'expansion ottomane. L'empire qui se constitue au XVe siècle durera jusqu'au début du XXe siècle. Et voyez, de succès en succès, toute la Méditerranée a été en quelque sorte enveloppée. Ils sont devenus les maîtres des Méditerranées du monde oriental. Ils ont pu constituer une flotte, et une flotte qui, très vite, est devenue une flotte très dangereuse pour le monde occidental. Ils ont conquis la Grèce, la Crimée, les Balkans, la Hongrie, et ne se sont arrêtés qu'aux portes de Vienne. Depuis les croisades, 2 mondes s'affrontent sans merci pour le partage de la Méditerranée, et 2 religions, la chrétienté et l'islam. Les célèbres janissaires, soumis à une discipline de fer, forment l'infanterie la plus redoutable et la plus redoutée de l'époque. Enfants de chrétiens enlevés avant l'âge de 5 ans, les Turcs en ont fait une armée fanatique de 100 000 combattants de la foi. Ils ont écrasé toute la chevalerie européenne, rassemblée à Nicopolis. Et depuis, c'est-à-dire depuis 2 siècles, le soldat turc passe pour invincible. Pourtant, cet impérialisme approche du déclin. Au dernier des conquérants, Soliman le Magnifique, a succédé le premier des sultans fainéants, son fils Sélim II, petit, obèse, ivrogne, avare. Mais son grand vizir, Mehmed Sokoli, encore un renégat dont le vrai nom est Sokolovitch, voudrait maintenir la grande tradition, selon laquelle tout nouveau sultan doit ajouter une province à l'Empire. Istanbul ne possède-t-elle pas la flotte la plus puissante, les arsenaux les plus importants de la Méditerranée, grâce aux ouvriers et aux architectes navals grecs, les meilleurs du monde? Depuis 50 ans,
les galères turques sèment la terreur en Méditerranée. Au printemps de 1571, Selim rassemble à Istanbul une flotte de 200 à 300 navires et l'envoie à la conquête de la grande île de Chypre, qui appartient à Venise. Mais les arsenaux de Venise ont beau rivaliser avec ceux des Turcs, la Sérénissime a perdu la maîtrise de la mer. Elle est épuisée par cette guerre perpétuelle pour conserver son chapelet d'îles et de bases en Albanie, en Grèce, à Corfou, à Candie, à Chypre. Cette fois, sa vie même est menacée. Chaque matin, dit-on, Venise se réveille en craignant que le coq ne se mette à chanter en turc. Alors elle appelle toute la chrétienté à son secours. Venise s'est tournée vers l'Espagne et a réussi à manœuvrer cet énorme empire espagnol parce qu'elle a été entraînée par la papauté Pie V. Au nom du Christ roi, la 13e croisade contre l'infidèle est organisée par cet ancien moine et vieillard intraitable, fonctionnaire zélé de l'Inquisition. Ainsi la Sainte Ligue aura 3 piliers, le pape, Sa Majesté très catholique Philippe II d'Espagne et le doge de Venise, Alvise Mocenigo. Enfin, le commandement en chef sera confié à un tout jeune prince espagnol de 26 ans qui vient de se distinguer contre les Morisques à Grenade, l'illustrissime seigneur Don Juan d'Autriche. La supériorité technique des armes de la Ligue s'étendait aussi au domaine de l'artillerie. Quand on a voulu refondre les canons pris aux Turcs à Lépante, on s'est aperçu qu'ils étaient d'un alliage extrêmement pauvre. Enfin, nous pouvons affirmer qu'à égalité de calibre, l'artillerie turque avait une cadence de tir et une portée nettement inférieure à l'artillerie chrétienne. 170 000 hommes vont s'affronter. Tous les grands noms de la noblesse italienne et espagnole sont là. Les Sforza, les Farnèse, les Colonna, les Pariglia, les Requesens, les seigneurs de Bazan et les chevaliers de Malte. Du côté turc, les baies de Rhodes, d'Alexandrie, de Tripoli, de Mytilène et d'Alger. Les corsaires les plus fameux, Scirocco, Caracoja et Hassan, le fils de Barberousse. À midi, tout le monde est en place. Soudain, le vent s'arrête, un signe de Dieu. Les Turcs sont obligés d'attaquer à la rame, et ils tombent d'abord sur les galéas. C'est l'arme secrète de la Ligue, un bateau énorme, hérissé de canons. Alors que les galères n'en possèdent que 5 disposés à l'avant, les galéas sont équipés de 20 ou 30 canons, tirant dans tous les sens. Couverts d'un pont qui protège les rameurs et qui sert de plateforme aux soldats, c'est le cuirassé de l'époque, fraîchement sorti des chantiers de Venise et utilisé pour la première fois. Les Turcs sont stupéfaits. De quelque côté qu'ils manœuvrent, ils se trouvent face à la gueule d'un canon. Comment contourner ces forteresses flottantes qui crachent un barrage de feu? En quelques minutes, plusieurs galères sont coulées et la superbe ordonnance de la ligne turque est disloquée. Sur ce plancher mouvant, la bataille devient un gigantesque combat d'infanterie entre les 2 meilleurs fantassins de l'époque, l'espagnol et le turc. La galère capitaine d'Ali Pacha, la sultane, a repéré la réale de Don Juan d'Autriche et a foncé sur elle. Ici, au niveau du 4e banc, le pont de la sultane a heurté la galère royale. C'était une manœuvre classique à l'époque. Les galères enfonçaient le vaisseau ennemi par le bord arrière de la rambarde, là où se tenaient les soldats prêts à se lancer à l'assaut. Aussitôt que pénétra le pont de la sultane dans l'aréal, les soldats de la chrétienté en profitèrent alors comme d'une passerelle pour prendre pied aussitôt, et c'est ainsi qu'ils assaillirent la sultane. Mais ils furent repoussés, et à leur tour, ce furent les Turcs qui se lancèrent sur la galère réale. Un furieux combat s'ensuivit.
fut un moment terrible, un combat épouvantable, une tuerie sur cette plateforme où tous les rameurs étaient prisonniers, pouvant à peine se protéger sous leur banc de martyrs. Quelques-uns de ces pauvres bougres espéraient alors que l'ennemi vainqueur serait meilleur maître. Les autres, qui ne pouvaient pas protéger leur corps sous les bancs, avaient les épaules labourées par les combattants des deux armées qui piétinaient les hommes dans ces labyrinthes rouges de sang. Tout à coup, la tête d'Ali Pacha apparaît au bout d'une pique. C'est la victoire. Et le grand pavillon sacré qui porte 29 000 fois le nom d'Allah et qui n'a jamais été souillé par la défaite, va bientôt tomber entre les mains des chrétiens. Maintenant la nuit tombe. C'est la fin. 60 galères turques ont été coulées, une cinquantaine brûlées, le reste capturé. 15 000 morts et 30 000 blessés barbotent dans l'eau. La mer est rouge de sang. La chrétienté tressaille de joie. Le Turc invincible est vaincu. Tout l'Occident est en fête. On danse à Venise, en Espagne, aux Pays-Bas. Il giorno 7 ottobre 1571 l'armata cristiana ha vinto in una meravigliosa e memorabile battaglia all'armata turchesca. La cristianità è salva dal pericolo degli infedeli. La chrétienté est sauvée du péril de l'infidèle. Voilà la légende. Pourtant, cette grande victoire sera sans lendemain, sans aucune conséquence pratique. L'année suivante, la Sainte Ligue sera dissoute et l'Empire turc va durer encore 2 siècles. À l'épante, la Méditerranée avait englouti à la fois les galères turques et les derniers rêves des croisades. D'ailleurs, l'Europe se construit à partir de 1453 en réaction à la menace turque. Bloqués par les Ottomans à l'est, les Européens vont très vite tourner leur regard vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Atlantique, et c'est le début de la grande aventure maritime et coloniale vers l'Amérique. Mais puisque ce qui chute en 1453, c'est la seconde Rome, celle qui va relever le drapeau du christianisme en terre d'Orient, Moscou, devient la troisième Rome, et les tsars de Russie se veulent les héritiers des souverains byzantins.